présente Maude. Maude, elle est native de Ripon, pour ceux qui ne le savaient pas. Elle a fait une technique de travail social au Cégep de Sherbrooke. Elle a aussi étudié en adaptation scolaire à l'Université de Montréal. C'est une orthopédagogue au préscolaire. Elle a travaillé dans le projet de prévention Album Jeunesse, puis elle est conseillère pédagogique au préscolaire depuis 5 ans maintenant. Elle a un super bon réseautage et une implication auprès des 0-5 ans et des milieux scolaires avec le projet Éveil à la lecture depuis 2017, projet qui se continue année après année encore. Elle est toujours à l'affût d'enrichir ses connaissances sur le développement global de l'enfant. Elle a une vision écologique et neuroéducative du développement de l'enfant. Elle collabore étroitement avec les enseignantes et enseignants, j'imagine, il y en a quelques-uns quand même au primaire, pour enrichir les échanges et la mise en place de pratiques probantes en classe. Elle est impliquée, dynamique, accessible. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Maude Maillot. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre présence ce matin. Mon Dieu, j'ai des beaux émoticônes qui apparaissent. C'est gentil, merci. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter les grandes lignes du nouveau programme cycle du préscolaire qui est en vigueur depuis septembre 2021, mais qui a été déposé en novembre 2020. Donc, on a pris connaissance de ça. Il y a eu plusieurs tables, plusieurs formations offertes par le ministère pour les différents conseillers pédagogiques, enseignants, agents de transition, agents de changement. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment que tous les partenaires de la table d'éducation Outaouais soient au courant des nouvelles lignes, nouvelles tangentes vers ce nouveau programme. Donc, n'hésitez pas tout au long si vous avez des questions, comme le disait Janie, j'ai ciblé des périodes, mais je suis pour l'échange et pour l'échange de compétences aussi, les échanges professionnels. Toujours intéressant de savoir comment que ça se passe chez vous. Si vous avez des questionnements aussi à la fin, à savoir s'il y a une poursuite d'informations qui sera nécessaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, vous avez mes coordonnées qui sont sur le côté ici. Depuis que je suis sortie de l'université, j'ai travaillé un petit peu pour le CSSBM, mais depuis que je suis revenue dans la région, je travaille au centre de service scolaire au Cœur des Vallées, où est-ce que moi-même j'étais une élève auparavant. Donc, pour vous dire les grandes lignes, je vais tasser ma barre. En fait, il y a le programme d'éducation préscolaire 4 ans qui est en vigueur depuis 2014 à temps plein, je vous parle ici. Le programme d'éducation scolaire 5 ans, qui est le dernier qui était sorti, datait de 2001, donc il était temps d'avoir une petite revigorisation. En 2001, les grandes lignes qui étaient nommé. Le jeu faisait quand même partie intégrante du programme, mais c'était beaucoup moins explicite. Le programme était davantage axé, vous savez, c'est avec la réforme que c'est arrivé. Donc, il était plus porté au SAE, aux situations d'apprentissage et d'évaluation, comme qu'on a vu beaucoup au primaire. Donc, une SAE, ça amène un projet et ça amène donc une évaluation du projet. Ce qui a fait en sorte que la tangente est allée vers une plus grande scolarisation précoce avec l'arrivée de la maternelle à temps plein en 1997. Quand la maternelle est devenue à temps plein, les enseignantes et les enfants ont eu plus de temps, mais plus de temps pourquoi? Et c'est ce qui a amené davantage de scolarisation et les classes étaient devenues, pour la plupart, des pré-premières années. Avec l'avènement du programme cycle, comme je vous disais en septembre dernier, on se rappelle que c'est un programme éducatif parce qu'on est à l'éducation préscolaire et non un programme scolaire. Ce programme que vous voyez au milieu est fortement inspiré du programme de maternelle 4 ans. Les enfants ont 2 ans, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un cycle maintenant. La maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans sont combinés ensemble, donc il n'y a plus un programme distinct 4 ans et un programme 5 ans, c'est vraiment un programme cycle. L'enfant a 2 ans pour atteindre les objectifs. Si l'école n'a pas de maternelle 4 ans, l'enfant va avoir 1 an pour atteindre les objectifs.
Je fais un petit parallèle parce qu'on a plusieurs personnes qui viennent des CPE aujourd'hui avec le programme Accueillir la petite enfance et le programme cycle de l'éducation préscolaire. Juste pour vous mettre un peu dans le bain, au CPE, comme vous savez, c'est environ 10 enfants pour les 4-5 ans pour une éducatrice. À la maternelle 4 ans, on a entre 6 à 14 élèves, parfois 17. Légalement, ce sont 17 élèves, mais c'est une décision centre de service. 6 à 14 ou 17 élèves pour une enseignante et une aide en classe. À la maternelle 5 ans, il y a 19 élèves pour une enseignante. Il faut prendre en considération que cette année, on est en année de transition pour l'implantation du nouveau programme cycle. C'est ce que le ministère nous donne comme message, puisque même si le programme est rendu cycle, donc on ne fait plus de différence pour le programme 4 ans ni 5 ans, mais physiquement, dans les classes, il y a des différences, comme je viens de vous nommer, juste au niveau du nombre d'élèves qui sont par enseignante. Le programme cycle de l'éducation préscolaire est vraiment complémentaire au programme Accueillir la petite enfance. Donc, ce dernier a comme triple mandat d'assurer le bien-être, la santé, la sécurité des jeunes enfants qu'ils accueillent. Là, ici, je suis au programme Accueillir la petite enfance. Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur développement global et contribuer à prévenir l'apparition de difficultés au niveau du développement global et favoriser leur inclusion sociale. Donc, c'est intéressant aussi de savoir que le programme Accueillir la petite enfance va mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour bien préparer les enfants à l'école et à la vie. Ça, je reviendrai tantôt sur la préparation à l'école. Donc, des similitudes entre les deux programmes, mais l'enfant apprend par le jeu. L'enfant est au centre de son développement. Chaque enfant est unique. Et le développement de l'enfant, c'est un processus global et intégré. On veut sensibiliser les jeunes enfants au niveau du programme Accueillir la petite enfance à l'intérêt et au plaisir de la lecture, de l'écriture et des mathématiques, et cela à partir du jeu. Donc, s'il y a bien un mot qu'on doit retenir ici, c'est éveil. Et s'il y a un autre mot qui est le même qu'on doit retenir ici également, c'est éveil. Donc, on reste toujours dans l'éveil et non dans l'apprentissage systémique des contenus. Ce qui différencie, je vous dirais, avec le groupe 4-5 ans au CPE, je parle de milieu petite enfance, et au programme cycle préscolaire 4-5 ans, c'est qu'au programme cycle, il y a des attentes de fin de cycle préscolaire. Donc, les attentes vont renvoyer aux grandes étapes du processus développemental dans chacun des domaines, puis vont fournir des balises par rapport à ce qui est attendu de l'enfant à la fin de l'éducation préscolaire. Donc, on laisse l'enfant aller à son propre rythme, mais il y a quand même des attentes de fin de cycle qui sont nommées. Et par attente, on parle de bulletins. Donc, pour cette année, au préscolaire, il y a partout, là, mais je vais vous dire comment ça fonctionne au préscolaire cette année, en maternelle 5 ans, parce qu'en maternelle 4 ans, elles ne sont pas tenues de tenir un bulletin. Donc, à la maternelle 5 ans, il y a eu une première communication obligatoire écrite en novembre avec une rencontre de parents. Là, je vous parle ce qui s'est passé chez nous parce que c'est des directives du ministère, mais dans chaque centre de service, ça peut être différent, le fonctionnement. Au niveau du bulletin, c'est obligatoire partout, par exemple. Donc, il va y avoir un bulletin le 11 février prochain. Il va y avoir une deuxième communication obligatoire à la mi-avril et il y a un dernier bulletin final, donc les attentes de fin de cycle, un bilan du programme cycle du préscolaire au mois de juillet. Alors, à vous la parole. Pour bien préparer à l'école, qu'est-ce que vous faites dans vos milieux? Et là, ici, j'ai ramené l'objectif de la Théo, qui est diminuer les écarts des attentes au niveau du développement de l'enfant lors de l'entrée à la maternelle. Donc, qu'est-ce que vous faites dans vos milieux pour bien préparer les enfants à l'école? Et là, je vais vous inviter à ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro. Je vous donne plein de consignes en même temps, mais c'est assez simple. Juste me nommer votre nom, votre rôle, puis quel est le lien avec le préscolaire dans votre mandat professionnel? Il y a Sarah Plourde qui a levé sa main. Mon nom est Sarah Plourde, je suis coordonnatrice régionale petite enfance, jeunes et familles pour le Centre des ressources Connexion qui soutient les besoins des familles anglophones en Outaouais. Donc, mon rôle est que je collabore étroitement avec les agents de transition, des agents facilitateurs maintenant, je pense qu'ils sont appelés,
du Western Quebec School Board pour développer un kit d'entrée à la maternelle de transition qui sera offert, qui est offert à tous les jeunes du Western Quebec School Board qui rentrent en maternelle 4 ans ou 5 ans. Je suis en train d'établir des liens aussi pour que le kit soit distribué au sein des écoles francophones, mais pour les familles anglophones. Donc, l'an passé, on a distribué 1000 kits et l'an prochain, on vise entre 1300 et 1500 kits, dépendamment du taux de réponse au sein des écoles francophones. Mais ça serait pour l'ensemble de l'Outaouais. C'est autant Maniwaki, la CSCV et tout, là, parce que l'année passée, on est resté dans le coin d'Elmer, du Pontiac, dans les plus grands bassins, mais là, on veut vraiment pouvoir élargir pour l'an prochain. Merci, Sarah. J'ai Andréane Fournier, Centre Actuel. Oui, bonjour, Andréane Fournier du Centre Actuel. Nous, on a une halte garderie communautaire, donc c'est pas comme un CPE, nous, c'est vraiment pour du répit, mais on participe au projet avec le Centre Alpha Papineau et l'étape de développement social de Papineau de la Basse-Lièvre au sac d'école 4 ans, là, ça fait assez longtemps. Donc, quand on a des amis de 4 ans qui fréquentent notre halte garderie, là, on leur remet le sac. Aussi, on a participé au projet d'éveil à la lecture. Donc, c'est des activités là, qu'on fait à ce niveau-là. Donc, voilà. Merci, Andréane. Bonjour, je m'appelle Joanne Lerrère, je suis professeure en éducation préscolaire à l'UQO. Puis, juste pour vous dire ce que je dis à mes étudiants qui sont en formation initiale, c'est que, en fait, les enfants, le rôle de l'éducation préscolaire, c'est d'accueillir les enfants où ils sont rendus. Alors, c'est plus à l'école de se préparer pour recevoir les enfants et leurs familles, c'est pas aux enfants de se préparer. Merci beaucoup. Éric Maltais, CPE Petit-Luron. Oui, bonjour. Donc, nous, au CPE Petit-Luron, dans le secteur Elmer, ça fait déjà presque 10 ans là, qu'on avait fait une rencontre là, dans le projet Cassiope. On avait rencontré les enseignants de pré-maternelle avec nos éducatrices. On avait noté des demandes là, des différentes enseignantes, là, qu'est-ce qu'ils ont besoin de la part du CPE. Il y avait beaucoup d'autonomie il fallait travailler. Donc, on a fait plusieurs projets, dont le projet boîte à lunch. Donc, dès le mois de mai, mars, avril, mai, on commence à demander aux enfants d'arriver au CPE avec une boîte à lunch pour leur apprendre à ouvrir les ficellos, ouvrir les jus, fonctionner avec leur collation qu'ils ont, donc qui deviennent autonomes avec leur boîte à lunch. Même chose avec les étuis à crayon, donc utiliser leurs outils à crayon, donc pour pouvoir manipuler, être autonome. Vraiment, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. L'habillement aussi, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'efforts là-dessus, particulièrement là, avant la rentrée scolaire. On fait aussi 7 sorties en autobus durant l'été pour pratiquer les enfants à sortir en autobus de façon sécuritaire, se déplacer en groupe. Donc, on les prépare à ça aussi. Puis évidemment, il y a le sac à dos. Donc, à partir du mois de, je dirais aussi mars-avril, ils arrivent au CPE avec un sac à dos et ils doivent transporter tout ça, là, leur boîte à lunch, leur étui à crayon, et pratiquer à bien les ranger dans le casier, puis l'amener dans la classe. Donc, on fait beaucoup de choses qui tournent autour de ça. J'avais une main levée tout à l'heure de Anne-Marie, mais je pense qu'elle l'a dit. Non, c'est ça. Okay. Non, je l'ai rebaissé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que au niveau du ministère de la Santé, on a un programme là, qui s'appelle les CIP, un programme là, de soutien aux parents là, de moins 9 à 5 ans. Et dans le cadre de ça, il y a un accompagnement des infirmières ou des psychoéducateurs. En tout cas, c'est une équipe interdisciplinaire là, qui entoure les familles. Donc, ils les accompagnent jusqu'à 5 ans. Là, je n'ai pas d'exemple précis à donner là, par rapport à ce qu'ils font pour la transition, mais je suis certaine qu'il y a des actions qui sont faites pour aider les familles justement à cette transition-là. Là. Il y a la main levée de Mme Nathalie, de Famille d'abord. Bonjour, mon nom est Nathalie Rochon. Je travaille pour l'organisme Famille d'abord. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un programme prêt pour l'école qu'on surnomme le PPE. Dans le fond, on accueille 10 élèves qui vont être à l'école en septembre prochain.
Puis, on travaille beaucoup la motricité, comment bien tenir son crayon, son ciseau, et puis tout ça, puis toujours au rythme de l'enfant. Écrire son nom, l'alphabet, les couleurs, en tout cas, tout ce qui se rapporte à l'école, mais toujours en s'amusant aussi. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres mains levées, Janie, je vais continuer. Il n'y en a pas d'autres. Merci beaucoup pour vos échanges. Alors, je vais repartager mon écran. Alors, en fait, là, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous faites pour bien préparer à l'école? Mais comme disait Madame Leraire, il n'y a pas de préparation à l'école, mais plutôt un cheminement vers l'école. Puis c'est vraiment important d'intégrer le parent dans l'accompagnement de son enfant vers la maternelle. Donc, vous voyez ici, j'ai mis des petites dalles, là, c'est vraiment... Il faut s'enlever l'espèce de vision qu'on a que l'école, c'est l'étage supérieur et qu'on doit prendre l'ascenseur pour y aller, alors que ça devrait juste être un chemin continu et ça se fait tout seul. Je vous ai mis des liens ici, puis là, je vous le dis en gros, je vais faire du pouce là-dessus ensuite, là, mais je vous ai mis 3 documents que lorsque vous cliquez dessus, si, étant donné que vous avez téléchargé le PDF que Janie vous a envoyé, ce sont des documents destinés pour les parents que dans notre centre de service, on va remettre la semaine prochaine lors de la période d'inscription. Je n'ai pas réinventé la roue. Je me suis inspirée du centre de service de la capitale et du centre de service des découvreurs, mais je l'ai adapté à notre réalité centre de service au cœur des vallées. Donc, vous avez en bas ici « Mon enfant en éducation préscolaire » qui est un document à l'intention des parents pour bien comprendre le programme d'éducation préscolaire et soutenir le développement de leur enfant. Vous l'avez pour la maternelle 4 ans, pour la maternelle 5 ans. C'est somme toute très semblable, sauf quelques éléments différents au niveau des habiletés sociales, mais on fait un lien avec les 5 domaines de développement. On fait des suggestions vraiment accessible pour tout le monde dans le quotidien, d'y aller avec la simplicité. Et également le document qui pourrait être très intéressant pour plusieurs d'entre nous ce matin, qui est « Accompagner mon enfant vers la maternelle, questions et réponses ». Donc, tu sais, les mythes et la réalité. Exemple, est-ce que mon enfant doit savoir faire ses boucles ou est-ce qu'il va l'apprendre à l'école? Mais c'est plus quelque chose qu'on enseigne à l'école, puis je vais juste répondre rapidement à cette question-là. L'important, c'est que l'enfant ait des chaussures adaptées en fonction de ses capacités. Parce que l'enseignante de préscolaire ne va pas lui apprendre à faire ses boucles comme jadis dans les années 80-90 avec le soulier en bois rouge. Parce que, étant donné au niveau du développement de l'enfant, au niveau de ses fonctions motrices, c'est davantage vers l'âge de 6 ans et demi, 7 ans que ses petits muscles de la main vont être assez matures pour pouvoir vraiment faire les étapes de la boucle et avoir une boucle très serrée et soutenante. Est-ce que mon enfant doit savoir les couleurs? Est-ce qu'il doit savoir écrire son nom? Jusqu'à combien est-ce qu'il doit savoir compter? Donc, ce sont toutes des questions auxquelles on peut se poser en tant que parent ou en tant que partenaire vers le cheminement vers le préscolaire. Puis, il y a des bonnes réponses avec des bons exemples également. Je vous invite à les consulter. Si jamais vous voulez les partager dans vos milieux, juste m'en faire part et l'important de garder les sources aussi, s'il vous plaît. Donc, le mandat de l'éducation préscolaire, c'est d'offrir un milieu de vie qui va être sécurisant, bienveillant et inclusif, de cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre, et de mettre en place les bases de la scolarisation en déscolarisant. C'est souvent ce que je dis aux enseignantes, et là, ici, je fais référence au point 1 qui est favoriser le développement global de tous les enfants. Je dis aux enseignantes, on est en train de se déprogrammer pour se reprogrammer avec le nouveau programme. Parce qu'on est beaucoup en train de travailler fort pour déscolariser les classes de préscolaire. On va davantage mettre l'emphase sur, imaginez comme un entonnoir, là. On va travailler beaucoup le savoir-être, donc les attitudes et comportements à avoir, les savoir-faire, les démarches et stratégies et finalement les savoirs, qui sont des apprentissages plus tangibles, on pourrait dire un peu plus scolaires si on pense aux lettres ou aux chiffres ou au dénombrement d'une collection, par exemple. Le deuxième mandat, c'est de mettre en œuvre des activités préventives. Puis, les activités préventives, c'est ce que les enseignantes de toutes parts, tous niveaux, les enseignantes et enseignants font au quotidien. Donc, des activités préventives, ça va être des activités d'intervention universelle, adaptées à tout le monde et ciblées.
Donc, on va aller cibler des apprentissages, des enseignements un peu plus répondant aux besoins pour un enfant qui présente davantage de vulnérabilité. La philosophie du préscolaire, c'est que chaque enfant se développe à son rythme. Donc, vous voyez ici un lien avec le programme Accueillir la petite enfance. Ce qui est différent avec le nouveau programme CIP, c'est que maintenant, il y a 2 périodes prescrites. Vous pouvez lire ici obligatoire de jeux libres par jour. Donc, l'enseignante doit placer en priorité ces 2 périodes de jeux libres-là, qui sont de 45 à 60 minutes de durée. Et ensuite, elle doit mettre le restant de sa pédagogie, sa planification dans son horaire. Le jeu va permettre de soutenir les apprentissages, le développement global, peu importe son niveau de développement à l'enfant, et va enrichir le développement des fonctions cognitives. Je vais en parler un peu plus tard. Selon les recherches, les enfants qui passent plus de temps à jouer obtiennent des meilleurs indicateurs de rendement scolaire que l'enfant qui va recevoir davantage d'enseignement scolaire direct. Il y avait une enseignante de première année qui disait « Quand j'accueille mes élèves en septembre, c'est génial, ils connaissent les 26 lettres de l'alphabet, mais ne savent pas partager, ne savent pas vivre en groupe, ne savent pas bien s'organiser. » Donc, la préparation à l'école, le cheminement vers l'école, on va vraiment y aller davantage pour l'enrichissement des blocs fondateurs que davantage la conception de l'apprentissage plus formel. Donc, on ne parle pas de jouer à n'importe quoi, d'avoir des jeux de règles stricts et dirigés par l'adulte durant les 2 périodes de jeux libres de 45 à 60 minutes. C'est vraiment l'enfant qui est au cœur qui décide à quoi il va jouer, avec qui il va jouer et combien de temps qu'il va jouer. Évidemment, le fait d'avoir des bonnes connaissances sur les types de jeux, sur le développement global de l'enfant, ça permet vraiment de cibler qu'est-ce que l'enfant est en train d'apprendre. Les enseignantes j'ai la chance de côtoyer des enseignantes qui ont vécu l'ancien programme du préscolaire. Ils appelaient ça le programme Orange dans les années 80-90, lorsque c'était la maternelle à demi-temps. Et ces enseignantes-là ont remarqué que les bases du programme CIC actuel sont repris du programme des années lors de la maternelle à mi-temps. C'est somme toute semblable. Donc, l'enfant est au cœur, le jeu est au cœur de ses apprentissages aussi. Sauf que la réalité familiale n'est plus la même. Donc, elle disait que les enfants dans les années 80-90 pouvaient jouer vivant aeternam avec du matériel polyvalent. Ça pouvait durer toute l'année. Inventaient vraiment beaucoup de choses. Puis là, elles m'ont dit cette année, jusqu'en décembre, j'ai beaucoup d'enfants qui papillonnent énormément. Après 10-15 minutes de jeu, ne savent plus à quoi jouer. C'est comme si on les avait plus habitués à être dans des situations de jeu libre et de création, mais davantage, on organise l'enfant au lieu de lui permettre de s'organiser lui-même. Donc, l'enfant est beaucoup plus objet que sujet dans les réalités familiales. Et c'est sûrement quelque chose que vous voyez aussi pour les gens qui travaillent dans le milieu de la petite enfance, une différence au niveau du temps de créativité, l'importance de s'approprier les jeux et de les imaginer. Donc, en bref, le processus développemental est assuré au préscolaire. On prend la balle au bon. La trajectoire d'apprentissage, c'est-à-dire cette semaine, je m'attends à ce que tous les élèves sachent lire l'heure. Je vais faire différentes activités, je vais faire des évaluations dans différents contextes et je m'attends à ce qu'il y ait 80% de mes élèves qui sachent lire l'heure avec un cadran aiguille. Ça relève du primaire. Au préscolaire, chaque élève, comme disait Mme Leraire, arrive avec son bagage et continue avec ses capacités. Nous, on va lui offrir les outils nécessaires pour remplir son coffre à outils d'apprenant pour la vie. Les enfants ne peuvent pas apprendre la même chose au même moment, avec la même durée, dans un calendrier fixe dans l'année, comme je viens de vous nommer avec mon exemple d'apprendre l'heure avec un cadran à aiguille. Il faut laisser la chance aux élèves de manifester leurs apprentissages avec le temps. Quand on leur laisse la chance de les manifester, c'est qu'on leur donne les opportunités justement en étant beaucoup moins dans l'animation, dans la direction d'activité, mais de leur laisser émerger avec les périodes de jeu libre au quotidien. Et c'est toujours selon la recherche, de 0 à 8 ans, l'enfant va être en construction de ses connaissances qui sont davantage intuitives. Les acquisitions plus formelles, donc si on pense aux apprentissages scolaires et inconscientes, vont arriver un peu plus tard.
On va penser, vous savez, Piaget, là, les deux verres d'eau, là, le verre qui est étroit versus le verre qui est plus large, mais de 2 à 7 ans, l'enfant est vraiment à son stade préopératoire. Il va penser que le verre qui est plus long contient le plus de liquide. Donc, la capacité d'avoir des représentations mentales, des représentations symboliques, si on pense aux jeux symboliques, se développe vraiment dans cette période-là de 2 à 7 ans. Si on pense à j'ai une gomme à effacer ici, cette gomme à effacer-là peut devenir une voiture, peut devenir un rasoir à cheveux, peut devenir un accessoire qui va me permettre d'inventer vraiment mon monde. Donc, on est dans le jeu symbolique qui est prioritaire à être développé dans cette période-là. J'ai une citation de Mme Joanne April que j'aime beaucoup dire aux gens. C'est lui l'enfant et lui seul qui peut nous renseigner sur ce qu'il est. Donc, c'est en lui laissant le temps qu'il va pouvoir davantage nous renseigner sur quelle est la personne qu'il est. Une autre petite période de questions. Donc, selon votre champ d'expertise, et selon les 5 domaines que vous voyez ici à l'écran, ça se peut que ça soit un petit peu plus petit. Je l'avais envoyé en pièce jointe à Caroline. Donc, Janie, après la présentation, si ce n'est pas déjà envoyé, les gens vont pouvoir la recevoir. Tout a été envoyé dans un courriel la semaine dernière. Là. Donc, vous voyez ici, c'est la fleur développementale qui est dans le programme cible du préscolaire. On a les 5 domaines, domaine social, langagier, cognitif, physique et moteur et affectif. Dans ces domaines-là, il y a des compétences et s'ajoute à ça des composantes. Vous aurez la chance de lire de façon plus adéquate avec la fleur qui va être jointe dans un courriel. Vraiment, vous allez l'avoir en une belle grande feuille. Mais selon votre champ d'expertise, quelles actions sont posées en lien avec les 5 domaines si on parle du cheminement vers l'école? Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement en lien avec les 5 domaines pour accompagner les enfants dans leur cheminement vers l'école? Nous autres, dans le fond, à notre CPE, on utilise beaucoup l'approche éducative iSchool. Donc, ça touche vraiment toutes les sphères de développement des enfants, autant au niveau affectif, cognitif, langagier. Tu sais, quand on fait des résolutions de conflits, qu'on incite les enfants, on les accompagne, qu'on incite les enfants à trouver c'est quoi le problème, c'est quoi les solutions à proposer. Fait que, tu sais, ils négocient entre eux, ils travaillent entre eux, tout ça, puis ça les prépare beaucoup à aller à l'école au niveau affectif, social, langagier, parce que, tu sais, oui, on est là à côté, puis s'ils n'ont pas de solution à trouver ou s'ils n'ont pas de piste de solution à apporter, ben, tu sais, on fait de l'étayage, là, on fait de l'échafaudage avec eux, puis on leur donne des petites pistes de solutions pour voir, tu sais. Fait que ça touche vraiment beaucoup tout ça. Au niveau physique et moteur, c'est sûr que aussi, là, ça, c'est vraiment, ils s'amusent, ils font des choix d'ateliers, ils vont vraiment selon leur développement à eux. Puis l'éducatrice est vraiment à ses côtés tout le temps, elle est partenaire de jeu. Fait qu'elle est capable de l'aider à aller plus loin. T'sais, ils peuvent faire un rassemblement, je sais pas, ils font du yoga, un exemple, ou ils font une activité plus physique. Ben, c'est pas vrai que tous les enfants vont être au même niveau. Fait que l'éducatrice apprend un petit peu de temps avec chaque enfant pour l'échafauder à se dépasser. Dans sa zone proximale de développement, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, ils vivent chacun un petit succès dans la même activité. Ils peuvent vivre chacun un succès différemment parce que chaque enfant est unique. Puis, tu sais, ils peuvent. Un enfant peut avoir un succès juste à faire une pause de yoga, un exemple, mais lui, c'est un succès pour lui parce qu'il n'était pas capable avant, puis l'éducatrice a l'échafauder. Fait que ça, c'est vraiment ça, nous autres, qu'on fait au CPE. Puis, quand ils font leur choix d'atelier le matin, ben, c'est en ronde. Les enfants sont tous assis en rond, puis, en rond, ou un à côté de l'autre, mais puis l'éducatrice, elle leur demande c'est quoi son plan, quel atelier qu'il va choisir, puis c'est quoi qu'il a l'intention de faire. Pas obligé de faire ce qu'il a dit, mais au moins, ça fait réfléchir l'enfant, puis ça stimule son langage aussi. Puis s'il ne veut pas parler, c'est correct, on passe au suivant. Puis s'il veut parler par après, c'est correct aussi, on respecte le choix de l'enfant. Mais c'est vraiment à ce niveau-là. Puis, en tout cas, je suis dans plein de comités, 0-5 ans, puis avenir d'enfants, tout ça. Puis une année, j'avais été vraiment émue parce que, justement, il y avait des gens de la commission scolaire qui disaient qu'ils savaient quel enfant dans le cours d'école venait de notre CPE parce que, justement, quand il y avait un problème, il n'allait pas voir la madame, la surveillante. Il disait, là, on a un problème, il faut trouver une solution. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est un beau programme pour y aller vraiment
au rythme de l'enfant, puis selon ses Tout à fait. intérêts aussi. Fait que, ouais. Nous autres, Merci, Kim. Merci beaucoup. Il y avait dans le chat, elle va donner la parole à Mme Véronique, qui est sa collègue, qui est dans la même salle qu'elle. Il y avait une question de Sarah dans le chat. Je pense qu'elle a été répondue. Oui. Oui, c'est parfait. C'est beau, Sarah. Je vais juste te donner la parole s'il y avait quelque chose. OK. Donc, Mme Véronique, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de votre collègue? Oui, mais en fait, c'est Annie Parisien, mais aujourd'hui, nos agendas concordaient, mais peut-être que ce ne sera pas toujours le cas. Donc, en fait, nous, on utilise Cassiope. Et puis, les éducatrices, depuis quelque temps, c'est vraiment le mot d'ordre qui revient, c'est à petits pas. Donc, ils ont leur grille développementale, puis ils ont le portrait à faire, mais avec Cassiope, c'est vraiment situer l'enfant dans la grille, puis à partir de là, ils planifient en fonction de où est rendu l'enfant, puis c'est quoi leur prochain pas. Puis, ils utilisent aussi le programme Vers le Pacifique pour la résolution de conflits. Là. Donc, ça, c'est implanté. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui est valorisé, c'est que l'enfant est unique, bien, comme pas mal tout ce qui valorise le programme éducatif. Donc, les actions pédagogiques sont en fonction de la grille de développement. Donc, chaque enfant est unique. Puis, est-ce que tu veux ajouter autre chose, Annie? C'est vraiment les quêtes de domaine de développement qui sont ciblées, mais toujours en fonction des observations. Puis, nous, c'est vraiment avec Cassiope, le journal numérique et la grille de développement pour le prochain pas. Donc, ça vous amène toujours un lien avec les domaines de développement quand il y a une action qui est posée de la part de l'éducatrice et de la part de l'enfant. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle à ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec Zoom que pour lever la main, c'est dans Réaction dans le bas de votre écran, puis vous avez levé la main. Donc, je donnerai la parole à Christine. Oui, nous, c'est un peu une combinaison de ce que Kim a parlé et en même temps de ce que Véro a parlé. C'est-à-dire que la période d'atelier libre est une mine d'or pour l'apprentissage actif et accompagné. Quand Kim a parlé d'étayage et tout ça, le soutien de l'adulte pour amener l'enfant plus loin dans sa démarche. Mais en même temps, pour bien connaître le développement de l'enfant, Cassiope, le journal numérique ainsi que la grille de développement, c'est une mine d'or pour soutenir l'éducatrice à ce qu'elle puisse voir quel est le prochain pas de chacun des enfants qu'elle a dans son groupe. Mais je dirais aussi Brin d'amis, un programme excellent parce que ça permet parce que veux pas quand on lit le programme, surtout comme accueillir la petite enfance, on parle de confiance de soi, d'estime, de l'identité de l'enfant, mais les habiletés sociales, on parle de compétences prosociales, mais qu'est-ce qu'elles sont ces habiletés-là? Mais avec Brin d'amis, tu en as 16, du plus simple au plus complexe. Et ça, je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Puis comme de raison, au niveau langagier, ben on est privilégié en étant sur le territoire du CSSCV. Le projet d'éveil à la lecture, de la lecture partagée, stimule tant au niveau langagier, mais aide aussi l'enfant à être un meilleur lecteur au primaire en ciblant Maude qui est surtout la maman de ce programme-là. Puis on a bien voulu embarquer parce que ça permet d'avoir une cohérence, un pont entre le réseau des CPE et le réseau du Centre de services scolaires au Cœur des Vallées. Fait que il y a ça qu'on aborde là chez les 3-5 ans là, à nos installations. Merci. Bon matin. Merci, Christine. Bonjour. Donc, nous, au CPE, on fonctionne vraiment par les coins de jeu. Les filles organisent leurs coins selon les 4 domaines de développement pour répondre à tous les besoins des enfants. On utilise Cible Petite Enfance qui est en lien avec Accueillir la petite enfance. Puis, les éducatrices organisent leurs activités
vraiment selon les goûts, les intérêts, le bien-être des enfants. Donc, ils sont à l'écoute des enfants, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils parlent. Puis c'est à partir de là qu'ils organisent leurs activités là, pour vraiment aller chercher le centre d'intérêt que les enfants ont besoin. Puis ça ressemble aussi à Kim, là, ce qu'elle disait. On va vraiment écouter puis la résolution de conflits. On travaille avec l'enfant pour apprendre à résoudre là, leurs problèmes par eux-mêmes, à trouver des solutions. Super, merci beaucoup, Véronique. Suite à cette période d'échange-là, souvent, ce que j'amène aux enseignants, je leur dis c'est important d'avoir une réflexion sur nos pratiques éducatives et pédagogiques, et pas juste en tant qu'enseignante, mais en tant qu'éducatrice, en tant que directrice de CPE ou directrice de milieu communautaire. Selon nos pratiques, j'aime bien cette image parlante. Est-ce que vous désirez remplir un vase avec vos enfants ou vous désirez faire bourgeonner les fleurs? Donc ici, quand on pense à remplir un vase, c'est que j'anime, je remplis du contenu, je fais passer ma matière. L'enfant est toujours objet, donc je remplis son vase. Tandis que l'autre, qui est la fleur le bourgeon qui bourgeonne et devient en fleur, ben, je vais un peu nourrir l'enfant, mais en même temps, je vais lui laisser l'espace pour qu'il puisse avoir l'espace et le temps pour qu'il puisse davantage fleurir avec les connaissances qu'il va attraper au quotidien avec les éléments que je vais lui offrir en tant que pédagogue et les éléments auxquels il va lui permettre de faire des liens en fonction de ses connaissances à lui. Alors ici, on a je vais vous parler des fonctions exécutives, puis cette vidéo qui est vraiment très parlante. Donc, je vais vous laisser la visionner suite à cette présentation-là. Je vais quand même vous faire un résumé. Ça dure 1 minute 56. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en anglais également. Mais c'est pour dire que les fonctions exécutives, regardez ici seulement avec l'image du cerveau, on est vraiment en lien avec les 5 domaines de développement. On a ajouté à ça des composantes neurologiques, là, comme la mémoire, le visuel. Donc, pour faire un résumé en général, c'est que les fonctions exécutives, bien, ça part des neurones qui vont se connecter, qui vont faire des circuits dans différentes aires du cerveau. Puis, on travaille toutes les sphères en même temps. Comme à l'éducation préscolaire, on travaille les 5 domaines en même temps. Les 5 domaines sont d'importance égale. Donc, à la maternelle, on ne met pas plus d'emphase sur le domaine, si je pense au domaine langagier, langage écrit, l'apprentissage des lettres. On va en parler, mais on va mettre aussi l'emphase sur le domaine moteur, motricité globale, motricité fine, sensorielle, les bonnes habitudes d'hygiène. Donc, étant donné que toutes les sphères au niveau du cerveau se développent en même temps, c'est dans notre pratique aussi qu'on va le faire de façon simultanée. Comme vous savez, ça se commence dès que le bébé est dans le ventre de sa maman et ça se continue tout au long de son développement. Il y a vraiment un immense boom. Et l'enfant qui va devenir adulte, l'adulte va avoir retenu le tiers de ces connexions cérébrales-là parce que le 2 tiers va avoir été délaissé, mais ce sont les plus importantes. Donc, l'importance de fournir ces périodes justement émergentes par l'enfant qui puisse développer ces connexions neuronales-là. Donc, c'est interrelié. Les fonctions exécutives vont se développer toute leur vie, s'influencent les unes aux autres. Elles vont aussi permettre de développer des nouvelles habiletés, des nouvelles connaissances, des stratégies, des attitudes qui vont être essentielles tout au long de leur vie. Les fonctions exécutives sont aussi ont une influence sur la réussite éducative parce que ça permet de s'adapter aux exigences de l'environnement, de s'investir dans plein de situations, d'apprendre et de se développer selon son plein potentiel. Des fonctions exécutives, qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, je vous amène à la prochaine diapositive. Vous allez pouvoir également cliquer sur le titre fonction exécutive que vous voyez là. Ça va vous amener à un lien, je pense que celui-là va fonctionner. Donc là, je vais arrêter mon partage pour vous partager cette page-là parce qu'elle est vraiment très intéressante. Mais juste avant, je veux juste vous dire que les fonctions exécutives, la période charnière de développement, c'est de 3 à 6 ans. C'est vraiment, vraiment important. Donc, vous voyez que vous êtes des acteurs hyper impliqués dans ce développement-là. Ça ne s'apprend pas, mais ça se développe tout au long de notre vie et c'est un processus. Donc, on n'arrive pas à un résultat tangible, écris-moi tes mots de la semaine, mais davantage à ton autoconstruction des fonctions exécutives. Donc, je vais arrêter
Je vais partager et si ça ne fonctionne pas, comme je vous dis, vous avez le lien, vous allez pouvoir le visionner par la suite. Donc, je vais aller ici, partager l'audio. On est rendu bon, hein, avec... ça fonctionne? Super. Oui, on le voit. That I'd work on for days, but now I'm writing short. Jeux pour développer les fonctions exécutives. De 6 mois à 12 ans. Une mini-capsule de jeunes aventuriers clinique d'orthophonie. Avec Geneviève Rainville, orthophoniste. Des jeux? Yay! Mais c'est quoi des fonctions exécutives? Voyons voir. La mémoire de travail permet de retenir l'information en mémoire afin de l'utiliser. Quelle est la prochaine étape déjà? L'inhibition, c'est le contrôle de nos pensées et de nos impulsions avant de poser une action. Je ne réponds pas au téléphone quand ma fille me parle. La flexibilité cognitive permet de s'adapter et d'adopter une nouvelle perspective. Ça ne fonctionne pas. Je vais essayer autre chose. C'est aussi l'organisation, la planification, l'attention, l'autocritique, le contrôle émotionnel et le jugement. Ces habiletés jouent un rôle crucial dans les apprentissages. Découvrons quelques idées de jeux pour les 6 à 18 mois. Le jeu du coucou ou de la cachette. Coucou! Des jeux d'imitation. Fais comme moi! Des chansons ou comptines avec gestes à reproduire. Un cerf dans une grande maison. De 18 mois à 3 ans, on fait des casse-têtes, des jeux de classement, par exemple par couleur. On fait des jeux de rôle. Ah, ton bébé a faim. Du bon lait. On raconte des histoires. C'est l'histoire de monstres affreux. Et on fait des jeux d'action. De 3 à 5 ans, on fait des jeux de rôle encore plus complexes. Je suis invitée au bal. Avez-vous une robe? Oui, j'ai une robe bleue à vendre. On fait des jeux de type « Invente-moi une histoire ». C'est l'histoire de 3 pingouins. Et on cuisine ensemble. Vas-y, brasse, fiston. De 5 ans à 7 ans, on joue aux cartes. On fait divers jeux de société, jeux de mémoire, associatifs, jeux de rapidité, de devinette ou de stratégie. On joue à Jandy. Jandy imite un zombie. On fait du yoga et des arts martiaux. On pratique des sports d'équipe. Finalement, de 7 à 12 ans, on pratique la musique et aussi la danse et le chant. On fait des jeux plus complexes comme les échecs et le sudoku. Super! Tout ceci fut basé sur ce guide. Donc, c'est un outil qui est vraiment, vraiment intéressant si vous voulez vous y référer. Donc, dans le moteur de recherche Google, si vous écrivez activité, fonction exécutive, il y en a plusieurs. Puis, soyez pas étonnés qu'ils sont d'origine européenne. Vous savez, en France, l'école commence dès 3 ans. Mais là, dans les dernières années, les chercheurs se sont rendus compte que on avait beau mettre l'emphase sur l'apprentissage des lettres, compter les chiffres, les reconnaître, mais les fonctions exécutives étaient davantage plus aidantes parce que ce sont vraiment les blocs fondateurs des apprentissages. Donc, ils ont mis beaucoup l'emphase sur l'avènement, l'enrichissement, parce que c'est pas tant des apprentissages, les fonctions exécutives, étant donné que c'est un processus. Donc, il y a des cartes qui existent avec des petits jeux pour les enfants. Et ce sont des choses qu'on fait au quotidien, mais qui ne sont pas tangibles. Donc, c'est plus difficile à voir qu'on a travaillé ça parce qu'on n'est pas capable. C'est pas comme si on donnait un papier, un crayon à un enfant, puis on lui disait encercle-moi les cercles sur la feuille. Ça, c'est tangible, je suis capable de le voir. Mais avant que l'enfant puisse être capable de faire cette activité-là, il y a d'autres choses à préparer en amont et ces autres choses-là sont hyper importantes. Je vais retourner à ma présentation. Donc, dans le programme du préscolaire, il y a 4
fonctions exécutives qui ont été davantage ciblées. C'est la flexibilité mentale, l'inhibition, la mémoire de travail et la planification. Vous avez eu quelques exemples, mais au niveau plus concret, ce sont des exemples aussi dans la vidéo qui ont été des fois peut-être plus vers les adultes, mais pour vos petits-enfants, vos cocos, vous allez pouvoir les voir. Donc, l'inhibition, pensez à un petit panneau stop dans votre tête. Donc, l'inhibition est employée pour filtrer et contrôler nos pensées et nos impulsions. Ça permet de résister aux tentations et aux habitudes pour réfléchir avant d'agir. Et comme je vous dis, c'est tout au long d'une vie, ces apprentissages-là. Pensez à l'enfant. Moi, c'est sûr, j'ai des exemples d'avantages scolaires. Bien, l'enfant qui veut parler, puis on lui a appris au préscolaire qu'il devait lever la main avant de parler. Il va donner sa réponse, puis il va tout de suite mettre ses deux mains sur sa bouche pour dire « Oups, j'ai oublié de lever ma main avant de dire ma réponse. » Mais là, c'est son petit panneau stop qui est arrivé. C'est sa fonction exécutive qui est l'inhibition, qui est arrivée un peu trop tard, mais est arrivée quand même. Au niveau de la mémoire de travail, bien, c'est la mémoire qui va permettre de se souvenir d'une information, d'une consigne ou d'une stratégie avant de s'en servir. Au niveau de la flexibilité mentale, là, c'est lorsqu'une première solution ne va pas fonctionner, bien, on va en essayer un autre, puis on va en essayer un autre jusqu'à temps que ça fonctionne. Pensez à les meilleurs exemples, ce sont les casse-têtes. Donc, l'enfant qui va prendre une pièce, qui va la mettre dans un sens, de l'autre sens, qui va aller chercher l'image qui est semblable à ça. La planification arrive un petit peu plus tard dans le développement et ça renvoie aux capacités de prévoir les étapes, donc à la mémoire de travail, pour accomplir une tâche dans l'ordre. On pense ici à l'habillement chez l'enfant, de savoir qu'il doit mettre ses pantalons avant de mettre ses bottes. Souvent, ils vont mettre leur mitaine avant de mettre leur manteau, puis après ça, ils vont mettre finalement la tuque et le cache-cou, mais on a besoin d'aide pour attacher leur manteau ensuite, mais ça, c'est au niveau du développement moteur, donc ça va arriver un petit peu plus tard. Ça va pour les fonctions exécutives ici. Donc, ça peut être assez complexe, mais il y a quand même beaucoup d'outils que vous allez retrouver dans vos recherches qui vont vous permettre de vulgariser. Mais si vous avez quelque chose à retenir pour ma présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment l'importance des fonctions exécutives. Je vais revenir au programme ici. Donc, il y a 3 grandes orientations maintenant dans le programme cycle du préscolaire. Il y a le jeu. Donc, l'emphase est vraiment mise sur les 2 périodes de jeu libre par jour. L'enfant apprend par le jeu. L'organisation de la classe. Donc, on s'attend à ce que les classes soient physiquement adaptées pour des enfants de 4 à 6 ans et qui puissent permettre d'explorer, de changer aussi. Tantôt, on parlait des coins jeux. Bien là, les enseignantes, moi, je leur dis, là, vous permettez que l'enfant qui fait de la pâte à modeler amène son bol de fruits qu'il a créé dans le coin maison pour qu'il puisse faire manger ses enfants s'il joue au papa et à la maman. Donc, vraiment, d'aller changer. On amène les dinosaures dans le coin bloc, construire un parc, peu importe. Donc, on veut vraiment amener cette latéralité-là entre les coins jeux pour vraiment favoriser l'émergence de la créativité. Et la dernière orientation qui est le cheminement de l'enfant. Donc, on met l'importance sur le développement global de l'enfant avec les 5 domaines et d'y aller au niveau de son processus développemental. Donc, on accueille l'enfant au point A et il va nous amener, on l'amène à son point N, son point P, son point Z, en fonction des outils qu'on va lui avoir donnés et des outils qui vont lui avoir été significatifs pour lui. Donc, un peu d'informations sur le jeu libre, ça permet de travailler les 5 domaines en même temps, donc en synergie. Souvent, quand on pense à une activité, ben si je retourne à mon coin maison, mais je travaille mes habiletés sociales, je travaille ma communication du langage oral, je peux faire un lien avec le langage écrit aussi. Si je décide d'écrire une petite liste d'épicerie. Au niveau moteur, ben, je vais habiller mes poupées. Au niveau social, ben, je dois faire parler mes personnages, mais aussi je dois partager mon point jeu avec les autres amis. Et au niveau affectif, bien souvent, des fois, on va comme répondre à un besoin. Là, on a des enfants qui n'ont plus besoin de catiner, de calme, de flatter. Donc, ça va vraiment venir répondre à leur sentiment de bien-être, aussi à leur sentiment de capacité. C'est le meilleur moyen de mettre en place les bases de la scolarisation aussi parce que l'enfant va aller répondre à ses besoins d'apprentissage par le jeu libre. On veut offrir des occasions quotidiennes aux élèves de jouer dehors, outre le temps prévu à l'horaire. Donc, outre les récréations, l'heure du dîner,
on indique fortement, on conseille fortement aux enseignantes d'aller dehors faire l'enseignement à l'extérieur avec les élèves. Puis souvent, je vous dirais, dans la philosophie du scolaire, des fois, on se dit, j'ai genre l'impression les gens vont penser que mes collègues vont penser que je ne travaille pas si je vais toujours dehors avec mes élèves, mais vous le savez, ils vont travailler énormément de choses chez leurs enfants s'ils peuvent les amener dehors. Donc, le 45 à 60 minutes, comme je vous disais tantôt, par période de G-Libre, va vraiment permettre à l'enfant de s'investir, d'aller en profondeur, puis de voir ces stades de développement également. Puis, tantôt, quand on parlait d'échafaudage, d'étayage, on parle de la zone proximale de développement. Puis, dans le jeu, l'enfant est toujours au-dessus de son âge, toujours au-dessus de son comportement au quotidien. Ça ne vient pas de moi, c'est Vygotsky qui a dit ça en 1966. Donc, une autre période de questions. Selon votre champ d'expertise et en toute transparence, quelle est la place du jeu dans vos actions? Et quand je parle de jeu, je parle vraiment de jeu libre, que l'enfant est laissé à sa créativité. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est davantage dans un horaire planifié, des ateliers dirigés, d'animation? Même dehors, il y a toujours de l'animation où on se dit, OK, là, les enfants que je côtoie ont vraiment comme la place à un jeu libre. Donc, un jeu libre, c'est décide avec quoi il joue, avec qui il joue et le nombre de temps qu'il va jouer. Madame Thibault? Oui, bien dans le fond, c'est ça. Avec notre programme, nous autres, c'est qu'on pousse beaucoup sur les ateliers libres, les choix d'ateliers aux enfants, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis on a reproduit les mêmes points d'ateliers qu'on a dans chaque local. On les a reproduits l'été passé, si je ne me trompe pas. Avec les éducatrices, une fin de semaine, on a tous reproduit ces coins-là à l'extérieur. On a un coin cuisine, maison, jeu de rôle dans le coin bac à sable. On a un coin musique, un mural pour faire de la musique. On a tous refait les coins dehors. Fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que c'est sûr que l'été, on veut plus être dehors parce que c'est justement, l'hiver a été long. Bien souvent. Puis on se disait, bien là, il faut faire les ateliers, les choix d'ateliers à l'intérieur. Fait que là, au moins, on a reproduit la même chose dehors. Donc, les enfants, ils ont le choix des ateliers qu'ils veulent faire. Puis, ils ont le temps pour le faire aussi. Puis, c'est sûr qu'il y a des activités planifiées, mais c'est 15 minutes, environ 20 minutes, les activités planifiées. Puis, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose à travailler. On a observé qu'il y avait des difficultés, mettons un exemple en découpage ou dans un groupe. Bien là, l'activité le lendemain, l'éducatrice, elle va planifier quelque chose pour commencer l'apprentissage à déchirer, après ça, les pinces, les ciseaux. Fait que ça, c'est vraiment, les activités planifiées, c'est vraiment 15-20 minutes, c'est selon les observations de l'éducatrice, mais sinon, les choix d'atelier, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK. Merci. Véronique? Et nous aussi, c'est comme ça. C'est sûr qu'il y a quand même une routine qui est établie parce qu'il y a des périodes en CPE qui sont fixes, les collations, les dîners, la période de sieste et tout ça. Par contre, les coins sont là, donc les enfants, le jeu libre et en tout temps, il y a des activités qui sont organisées parce que le matériel est présenté, mais l'enfant a le choix de participer ou de ne pas participer. Donc, il peut aller faire autre chose dans un autre coin selon son intérêt. Puis, c'est vraiment c'est très important, le jeu libre, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour nous ici au CPE. Super, merci. Christine? En fait, là, si on ne pense pas à Omicron, si on revient un peu dans le temps, selon les installations, soit que l'ouverture, les fermetures se font à l'extérieur, donc dans le jeu libre, dans le multi-âge, pas uniquement avec son groupe d'appartenance. Il y a cet aspect-là il y a aussi de profiter de notre environnement, c'est-à-dire il nous reste à 2 installations, un boisé en arrière, en attendant qu'il y ait de la construction, on peut encore profiter de cette nature-là pour que les enfants puissent jouer librement tout en s'éveillant à la nature qui est autour de lui. On essaie aussi d'amener la nature à l'intérieur avec les branches, les petites rondelles de bois,
qui peuvent autant servir pour un jeu de table qu'une œuvre d'art de la part de l'enfant. Tout comme Kim, les ateliers libres aussi sont une occasion, là, une occasion pour les enfants de jouer librement, de faire des choix selon les coins qui sont disponibles. Puis, en gros, ça ressemble à ça. Donc, une partie de la matinée sert d'atelier libre. Puis, il y a l'option aussi de jouer à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Puis, on a aussi une salle multifonctionnelle lorsque la température ne le permet pas d'aller à l'extérieur pour bouger et choisir, tout en respectant l'enfant qui est un peu sédentaire, mais tout en encourageant également l'activité physique dans tout ça. Merci. Donc, je vous invite à poser cette question-là dans votre milieu aussi, si vous avez un rôle de gestionnaire ou même dans une rencontre. Là, c'est quelque chose qui est toujours intéressant à savoir parce que chez nos enseignantes, ça a vraiment beaucoup changé la vision de l'éducation préscolaire. Ici, je vais me permettre de vous lire la citation parce que je la trouvais vraiment très pertinente. C'est tiré du programme Accueillir la petite enfance à la page 84. Donc, il est particulièrement important de se montrer vigilant quant aux approches éducatives mises en place dans les services de garde éducatifs à l'enfance et à l'éducation préscolaire, voire dans toutes les activités proposées aux jeunes enfants. Dans le but de mieux préparer les enfants à l'école, le jeu est parfois remplacé par des activités misant davantage sur les contenus à transmettre que sur la réponse aux besoins d'apprentissage et de développement de chacun. Cette orientation peut compromettre la préparation à l'école en exacerbant chez certains des problèmes affectifs et sociaux. La crainte de l'échec que vivent certains enfants devant les activités qui dépassent leur capacité les place en situation de stress. Cette situation est problématique puisque le jeu est leur moyen privilégié de combattre le stress et que le temps qu'ils peuvent y consacrer dans ce contexte diminue. Donc, ici, je fais un lien avec, évidemment, l'anxiété de performance qui est de plus en plus présente chez vos enfants et chez nos élèves rendus à l'école. Et de laisser cette place-là à l'enfant, juste de changer notre vocabulaire de préparation à l'école pour cheminement vers l'école. Déjà là, on vient d'enlever une petite couche de pression chez nos familles. Premièrement, c'est son avantage chez les parents qui ensuite vont transmettre ça à leurs enfants. Donc, c'est vraiment hyper important de toujours se dire, est-ce que l'activité que je suis en train d'offrir aux enfants est en lien avec les 5 domaines de façon égale et qui va lui permettre de se développer en tant qu'enfant et non pas de le préparer vers l'école. Pour revenir au programme, en ce qui concerne les bulletins, juste un petit mot pour vous dire qu'on n'est plus du tout dans les grilles jaune, vert, jaune, rouge, avec aide, sans aide, difficile, facile. On est vraiment dans le récit d'apprentissage, c'est-à-dire, Yoann est arrivé dans ma classe en septembre. Quel est son portrait en novembre? Quel est son portrait en janvier, en avril et à la fin de l'année par rapport à ce qu'il était lorsqu'il est arrivé? Donc, on est vraiment dans le processus développemental. On est toujours en lien avec les 5 domaines. On invite les enseignantes à délaisser le plus possible, comme je vous disais, les grilles d'observation. Elles travaillent vraiment fort parce que là, on est en train d'enlever tout ce qui est papier-crayon. On en a encore parce que on varie les activités, mais pensez encore une fois, un triangle inversé. Imaginez toutes les possibilités d'accompagnement, d'activité envers l'enfant. Et dans la pointe du triangle, c'est là qu'on va trouver la petite portion 2% d'activité papier-crayon. Donc, c'est vraiment un changement de pratique qu'on amène pour dire que l'enfant a davantage besoin d'exploiter ces 5 domaines de façon égale dans différents contextes que de lui offrir des activités jardin de biki, papier-crayon. Donc, les enseignantes sont invitées à les prendre en photo. Souvent, je leur dis, à la limite, le bricolage que l'enfant a fait, le résultat final, c'est ce qui compte le moins parce qu'on veut savoir quel a été son processus pour y arriver afin de construire ce bricolage-là. Donc, ici, vous voyez les trois élèves, les 3 enfants qui sont dans le bas ici. Donc, ils sont vraiment en interaction et l'enseignante va être davantage en observation et non pas dans l'animation, l'implication, la leader. On peut avoir différentes façons de prendre des traces, comme je vous disais.
Puis, on veut que l'enseignante puisse avoir en tête de faire quel est le récit d'apprentissage de Johan lors de son passage au préscolaire. Et c'est important aussi de considérer, puis ça, le message est lancé à tous et à toutes, que le cheminement de l'enfant ne va pas dépendre d'une trousse pédagogique, éducative, mais des étapes développementales que l'enfant va manifester. Une trousse, là, ça peut freiner notre élan d'un contenu. Disons que les enfants aiment vraiment, vraiment faire telle activité, mais nous, on se dit, ben là, j'ai ma fiche orange à faire après ma fiche bleue. On vient de terminer la fiche bleue. On va direct à la fiche orange, même si les enfants aiment vraiment, vraiment l'activité de la fiche bleue, ils pourraient le refaire des jours et des jours. Donc, ça peut freiner notre contenu. Puis, ça peut aussi nous mettre de la pression sur le fait d'avancer ce qu'on doit faire dans notre trousse. Et ça peut également diminuer la motivation. Donc, le mandat du préscolaire à l'école, c'est vraiment de cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre. Mais alors, en tant que partenaire de l'APO, comment est-ce qu'on peut bien accompagner l'enfant dans son cheminement vers le scolaire? Et là, je fais un lien avec M. Éric Pantet, qu'est-ce qu'il a nommé tantôt, c'était très intéressant. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est d'offrir le plus de moments pour développer les fonctions exécutives. C'est vraiment, vraiment important. Puis, on est en train de faire le pont chez nous à on veut informer les enseignants de première année sur l'importance des fonctions exécutives versus l'importance du contenu du cursus scolaire. Donc, c'est la même chose envers le développement des enfants à partir de l'âge de 3 ans. On ne veut pas vraiment y aller dans l'apprentissage du concret. Il sait connaître, il sait la comptine des nombres jusqu'à 12, mais plus il est capable d'avoir une belle inhibition, une belle mémoire de travail, il peut planifier ses activités. S'il y a un mot qu'on doit aussi connaître et avoir en tête, c'est autonomie, autonomie, autonomie. Donc là, je fais référence à M. Maltais. Donc, bien accompagner l'enfant vers l'école, c'est vraiment de le rendre le plus autonome possible en utilisant le plus d'outils qu'il aura appris au milieu de garde de la petite enfance. On lui offre beaucoup de périodes de jeu, du matériel polyvalent et neutre. C'est les losing parts. C'est super populaire ces temps-ci, mais c'est quelque chose qui existait déjà dans les années avant l'avènement du plastique. Là. Pensez aux 5 domaines de développement. Langagier, souvent, on peut aller rapidement avec l'apprentissage du langage écrit, la reconnaissance des lettres, l'écriture des lettres aussi, mais on met davantage d'emphase sur le langage oral parce que c'est grâce au langage oral bien construit que l'enfant va pouvoir avoir des bonnes bases pour son langage écrit. Au niveau du développement cognitif, là, je vais vite, mais si vous voulez aller rechercher votre fleur développementale du programme pour prendre des notes avec les 5 couleurs. Là. Donc, dans le développement cognitif, on veut permettre à l'enfant de développer sa pensée, ses stratégies, ses connaissances, son sens de la curiosité. Très, très, très important. Dans le développement moteur, on travaille la motricité globale, la motricité fine, le comportement sécuritaire. Donc, quand on fait une sortie, on regarde des deux côtés pour traverser la rue. Lorsque quelqu'un nous aborde, qu'est-ce qu'on doit faire si on ne le connaît pas. Au niveau de l'hygiène de vie aussi, donc pour l'alimentation, le sommeil, l'autonomie à la toilette. Dans le domaine affectif, on parle... L'autonomie vient du domaine affectif, là, donc demander de l'aide, se connaître en tant que personne. Dans le domaine social, être en contact avec les autres, avoir des outils pour gérer une situation problématique. Je pense à l'approche davantage coopérative que le programme iScope vous offre, comme disait Mme Thibault. Et vivre ensemble, ça c'est très, très important. Puis on le sait avec le contexte de la pandémie qu'on est davantage isolé. Il y a davantage de défis qui peuvent survenir dû à cette situation-là. Mais on travaille vraiment, vraiment beaucoup le vivre ensemble. On met l'emphase là-dessus. Donc, avant l'entrée à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui fait connaître son environnement. Où est sa maison? Où est son milieu de garde? Qui est sa maman? Qui est son papa? Où est-ce qu'il se situe dans la fratrie? Donc, les membres de sa famille. On le fait manipuler des outils. Donc, on ne va pas trop rapidement dans la prise de crayon, mais on y va vraiment avec les ciseaux, les pinceaux. On déchire, comme ça a été nommé tantôt. On fait des bricolages. On fait de la craie pastel sec, pastel gras. On utilise différents types de crayons aussi.
On lit des histoires et on fait des activités en concordance avec celles-ci pour renforcer les liens qu'on a faits grâce à l'histoire qui a été lue par l'éducatrice ou l'éducateur. On favorise aussi les moments d'échange à la table. Donc, on s'arrête pour manger, on s'assoit convenablement et on jase. La table peut être un milieu de communication, vraiment favoriser l'intérêt envers les autres. Puis on pense au domaine social, s'intéresser aux autres, comment ça va, est-ce que tu as passé une belle fin de semaine? On sait que les enfants peuvent être dans un stade d'égocentrisme, c'est normal, mais le fait d'être un modèle, de les habituer à poser ces questions-là, vient aussi renforcer leur capacité à avoir des bonnes habiletés sociales. Le milieu scolaire, là, lui, là, il va se charger de faire le pont entre le programme Accueillir la petite enfance, donc ici on a le programme cycle préscolaire. Il va s'assurer de faire le pont entre le milieu de la petite enfance et le scolaire, qui est à partir de la première année. On veut offrir une continuité en respect au développement global de l'enfant et sa réponse aux besoins. On veut travailler le développement des fonctions exécutives. Donc, nous, dans notre centre de service, c'est un mandat qu'on s'est donné pour cette année et les prochaines années à venir aussi, de sensibiliser autant les orthopédagogues, les enseignantes de première année, les gestionnaires, les enseignantes de présco sur l'importance des fonctions exécutives. On se charge de bien accueillir l'enfant et de lui donner le goût à l'école. Donc, les activités papier-crayon, comme je vous disais tantôt, ont vraiment été épurées dans les pratiques pédagogiques des enseignantes. Ces activités-là vont relever davantage du primaire. Avant ça, il y a d'autres choses à développer et à travailler chez les enfants. Vous savez, quand on parle de préparation, je reviens à mon mot préparation à l'école, souvent, au mois de juin, on arrive à la librairie Rosemary à Buckingham ou chez Renaud-Bré, peu importe, puis qu'est-ce qu'il y a dans l'entrée? Les cahiers, je me prépare à la maternelle, des cahiers d'exercice. On oublie ça. Et ce qu'on veut en ce moment, c'est faire de l'éducation populaire auprès des familles pour dire la préparation à l'école, là, c'est pas d'aller acheter le petit cahier chez Rosemary, c'est d'amener son enfant jouer au parc, c'est d'amener faire un pique-nique, puis d'inviter l'enfant à ouvrir ses plats, de gérer son matériel, de ranger ses vêtements dans sa commode, dans sa chambre, ranger ses jouets. Donc, ce sont toutes des choses qu'on va travailler pour le cheminement vers l'école. On veut consolider les blocs fondateurs des fonctions exécutives, comme je vous disais tantôt. C'est sûr qu'au préscolaire, les enseignantes ont comme mandat d'amener l'enfant à reconnaître les lettres de l'alphabet qui font du sens pour lui, mais ils vont s'en charger et ils vont travailler autant le nom que le son de la lettre. On n'y va vraiment pas dans la calligraphie, on va travailler le tracé, mais la calligraphie, c'est en première année. En préscolaire, les enseignantes vont faire de la conscience phonologique, donc vraiment d'avoir une acuité au niveau des sons pour faire le lien. Encore une fois, on est dans le langage oral, on n'est pas du tout dans le langage écrit. Donc, c'est ça. Pour le tracé des lettres, comme je disais, on va montrer les traits de base, mais vraiment, on ne fera pas la calligraphie, écris-moi la lettre A pour toute ta page. Et si jamais vous avez des enfants qui ont un intérêt envers l'écriture, ben, d'y aller le plus possible. Soyez des modèles d'écriture avec les lettres minuscules parce que souvent, les enfants vont être portés ou vont arriver à l'école en écrivant avec des lettres majuscules. Puis là, il faut plus tôt un apprentissage a été fait, plus difficile elle est à défaire. Donc, si un enfant a un intérêt envers l'écriture, on y va vraiment vers les minuscules. Au niveau des chiffres, le plus important, là, c'est de comprendre le concept du nombre, donc de savoir que si j'ai 3 clémentines devant moi, bien, je suis capable de compter ma collection, que j'en ai 3. Donc, le concept du nombre est plus important que de lire le chiffre 3 ou d'être capable d'écrire le chiffre 3. Donc, c'est plus important de reconnaître ma quantité que de lire le symbole qui est le nombre 3. C'est plus important de manipuler les objets quand on parle du concept du nombre. On dénombre, on classe, on groupe les objets qui ont une similitude ensemble. C'est plus important de travailler dans le jeu, ces éléments-là, que d'y aller avec. Souvent, quand on pense mathématiques, on pense à additionner, soustraire des nombres. Donc, on est vraiment dans les préalables, dans l'éveil aux mathématiques, dans l'éveil à l'écriture ou à la lecture, plutôt que d'y aller dans l'enseignement concret. Que si elle est faite plus tôt, on va passer à côté des choses vraiment élémentaires pour l'enfant. Ici, vous allez pouvoir le lire
quand que vous aurez juste le temps, là, mais c'est vraiment dans l'interrelation des programmes, là, ça se retrouve dans le programme cycle. Donc, les gens qui ont écrit le programme cycle du préscolaire parlent du programme Accueillir la petite enfance. Ensuite, on a le programme cycle et on a le programme qui relève du primaire et du secondaire. Je vous ai joint des suggestions littéraires que j'aime beaucoup. Donc, il y a Catherine Lécuyer qui est vraiment très, très intéressante, là, qui est Comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants, cultiver l'émerveillement, de garder cette flamme de curiosité et des apprenants toujours en y allant par le jeu. Ici, vous avez Loose Part qui est intéressant au niveau du matériel polyvalent et neutre. J'aime beaucoup celui-là qui est en jouant avec les blocs de construction. Ça fait un lien avec les 5 domaines de développement. Et une de mes auteurs préférées est Francine Ferland. Elle fait vraiment des beaux livres de références de moins de 200 pages, super accessibles, toujours concrets, avec des tableaux résumés à la fin sur plein d'éléments sur le développement global des enfants. Et finalement, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette formation-là qui est offerte par l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est Jouer pour apprendre en petite enfance. C'est une formation qui est gratuite. En tout, ce sont 15 heures qui sont offertes. C'est comme une chaîne YouTube, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous avez des lectures à faire, donc c'est vraiment à votre propre rythme. C'est suggéré de le faire sur 5 semaines, 3 heures par semaine. Moi, je l'ai fait en 2 jours et demi, mais j'ai juste fait ça. Puis, il y avait les lectures aussi à faire, là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a des vidéos à l'appui. C'est avec Claude Duguay et Mathieu Point. Donc, vraiment des professeurs vraiment, vraiment intéressants. Également, à l'Université de Trois-Rivières, le micro-programme de premier cycle en éducation préscolaire. Donc, ça ne vous donne pas un brevet d'enseignement, mais ça peut être très intéressant pour enrichir nos connaissances. Et finalement, à l'Université de Sherbrooke, le micro-programme de 2e cycle à l'éducation préscolaire. J'ai terminé 6 minutes avant la fin. J'aime toujours ça, arriver un peu d'avance. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, besoins. J'ouvre la plateforme ici ce matin, mais vous avez également mes coordonnées à la première page de la présentation. Mona? Oui, bonjour. Je trouve ça tout intéressant, puis nous aussi, on a beaucoup de programmes qu'on utilise dans notre CPE. Mais mon questionnement, c'est que est-ce que cet atelier-là peut être donné aux parents? Parce que c'est beaucoup eux qui n'ont pas les connaissances versus nous, là. Tout à fait, Madame Donnelly. En fait, c'est sûr que moi, mon souhait, c'est de faire le plus d'éducation populaire possible. Puis là, on agit en tant que professionnel de la petite enfance, mais le premier acteur, c'est le parent. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que ça puisse être offert sous forme d'atelier ou peu importe ce qui est recommandé pour répondre aux besoins du milieu, là, mais c'est certain qu'on veut aller chercher le parent le plus possible. Rappelez-vous, c'était à la page 2 ou 3 de la présentation, il y avait les documents pour accompagner son enfant vers le préscolaire. C'est sûr que c'est écrit, donc c'est peut-être pas tous les parents qui sont des lecteurs habiles, là, si on peut dire, mais c'est quand même écrit assez simple. Mais suite à cette diffusion-là de documents, c'est certain que c'est toujours intéressant d'aller parler directement aux parents, que ce soit lors d'une rencontre de soirée là, dans les CE, je pense, ou les CE dans les CPE. Là, donc, ou d'offrir un atelier pour les parents sur le nouveau programme du préscolaire, savoir à quoi s'attendre, ça ressemble à quoi, parce qu'on a vraiment beaucoup de mythes à défaire. Moi, j'ai fait mon préscolaire en 95, 96, puis on apprenait à nouer les lacets avec le soulier, mais il y a encore des parents qui aujourd'hui ont mon âge qui pensent que leurs enfants vont faire ça en classe. Donc, c'est parce qu'on n'a pas d'informations. Mais là, je pense que vous nommez vraiment un besoin très important d'informer le parent. Oui, avant de quitter, je voulais remercier aussi Mme Maillot et remercier tout le monde pour votre présence assidue. Le succès de l'événement se mesure toujours, selon moi, en premier par le taux de participation, mais surtout par le taux de rétention. Donc, on a pratiquement tout le monde qui était là au début est encore là, bien branché pour en savoir encore plus, participer à la période de questions. Donc, un gros merci, puis c'était
une très, très belle conférence de très grande qualité. Merci. Merci beaucoup.